Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour l'ETBO. Aujourd'hui, nous sommes à Morlaix pour Terre et Mer, l'événement qui marie les marins et les terriens de la baie de Morlaix. Dans un instant, nous allons descendre la rivière de Morlaix pour rejoindre Roscoff et assister à l'embarquement sur les Penduic. Mais tout de suite, l'actualité de ce jour dans le Finistère. 15% des exploitations porcines finistériennes sont dans une situation financière quasi irrécupérable. Malgré les aides sociales mises en place pour aider la filière, les enveloppes budgétaires débloquées par le gouvernement ne permettent pas d'assurer l'avenir de cette production. Deuxième cellule de crise sur l'activité porcine à la préfecture du Finistère à Quimper, autour du préfet, éleveurs, banquiers, élus de la Chambre d'agriculture et collectivités locales font le point sur la situation d'une filière jugée préoccupante. Ce que vont percevoir certains éleveurs en très grande difficulté ne sera non plus pas suffisant. Ça aidera certaines personnes à passer peut-être un cap, quelques semaines, mais malheureusement, ça ne sauvera pas l'agriculture bretonne et finistérienne. Dans la ligne de mire des exploitants finistériens, l'Europe et notamment l'Allemagne accusée de pratiquer une concurrence déloyale et rendre ainsi la France moins compétitive. Il faut tendre vers une harmonisation sociale. Ce n'est pas à la France de baisser les avantages sociaux, mais au reste de l'Europe, peut-être, de converger vers plus d'avantages sociaux. Et cela nous permettrait de revenir un petit peu sur le marché et d'avoir plus de compétitivité. Je considère que l'industrie allemande aujourd'hui, a des pratiques proches de l'esclavage. Une concurrence due notamment à un modèle agricole éloigné du modèle breton pour le préfet du Finistère. Dans les pays étrangers, on a affaire à des exploitations de bien plus grande taille que nos exploitations bretonnes, qui sont pourtant à la pointe de la production française. Est-il possible d'envisager des exploitations de bien plus grande taille ? Mais un tel investissement suppose une visibilité sur les prix à quelques années. Sinon, les agriculteurs, les éleveurs dont il s'agit, ne se lanceront pas dans de tels investissements sans savoir ce qui les attend en termes de prix. D'autant que 80% des élevages finistériens atteignent 80% de leur capacité d'endettement. Le canot de sauvetage François Morin, construit en 1960, et le coquiller Général Leclerc, mis à l'eau en 1948, avaient des vocations bien différentes, mais aujourd'hui, c'est côte à côte qu'ils se refont une beauté grâce à des associations de passionnés qui refusent de laisser pourrir ces témoins de notre passé maritime. Je suis amoureux de ce bateau. Pourquoi? Pourquoi c'est divisé? Avant moi, c'était un copain de Penarbed qui s'en occupait et je ne comprenais pas comment il était accroché dedans. Et moi, dès que j'ai pris dedans, c'est pareil. Ce Wessantin, ancien commandant de la compagnie Penarbed, a suivi fasciné la restauration du François Morin depuis bientôt 10 ans. Il n'y en a plus beaucoup en France qui naviguent. Et là, le fait de l'avoir déshabillé complètement, ça nous a fait comprendre au patron du chantier et à moi comment il était construit. Et c'est un vrai bijou pour une construction. Juste à côté, voici le Général Leclerc, un coquiller de la rade de Brest qui a toujours fonctionné à la voile et qui vient de passer les 9 derniers mois au chantier du GIP pour une remise à neuf. Derrière cette importante restauration, on retrouve là encore des passionnés. Tout est fait à l'ancienne, c'est-à-dire qu'on n'a aucun moyen moderne pour le faire naviguer. Tout est fait à la force de l'homme. Et donc c'est ça qui est intéressant parce qu'on est en contact avec les éléments directement. Car il faut être passionné pour porter les budgets de ces énormes travaux. Il aura fallu rassembler 330 000 € pour remettre à neuf le coquiller Général Leclerc. Pour ces 2 bateaux, ce sont les aides de la drague, de la région ou encore du département qui permettent de boucler une partie du budget. Pour le reste, avis à la générosité des amoureux de la mer. Dès cet été, le coquiller Général Leclerc retrouvera le port du Tinduf à Plougastel. Quant au canot de sauvetage François Morin, il mettra le cap sur l'île d'Ouessant, paré à accueillir les visiteurs pour des balades en mer. Nous sommes au port du Bloscon, sur le ponton, en compagnie de Mathieu Furprier. Bonjour Mathieu. Bonjour. Skipper donc de Penduic, la grande famille des Penduic est réunie pour ce Terre et Mer. C'est régulier qu'elle se réunit comme ça cette famille? On se retrouve régulièrement, tous les ans. On se fait quelques semaines en famille. On vient naviguer en fait pour les invités de notre mécène
de Banque Populaire. Et du coup, on se retrouve là cette année sur 2-3 semaines où on fait une petite tournée en Bretagne. Naviguer sur ces bateaux, c'est quand même participer un petit peu à l'histoire de la voile française. C'est ça, ouais. On participe à la conservation du patrimoine, on va dire, français. Et oui, chaque bateau a vachement marqué l'histoire de la plaisance ou de la course au large. De la course au large. Et de la plaisance. Vous, en plus, vous êtes sur le bateau mythique, le premier. Ouais, ils sont tous, pour moi, ils sont tous mythiques. Mais le premier, c'est assez particulier parce que c'est le bateau qu'Eric a eu toute sa vie, en fait, depuis qu'il était gamin jusqu'au dernier jour. Donc c'est un petit peu différent des autres, parce que ça n'a pas été son bateau de course, c'est vraiment été son bateau de cœur. Du début à la fin, pour lequel il s'est battu pour remettre de l'argent, pour pouvoir le rénover, le restaurer, l'entretenir comme il faut. Justement, puisqu'on parle d'entretien, le Penduic a plus de 50 ans, et chaque année, vous les entretenez, vous les bichonnez pour qu'ils puissent... C'est ça, tous les ans, les bateaux ont le droit à un gros chantier. Plus ou moins gros suivant les années. On est soit sur l'entretien courant, soit sur du gros refit de fond. C'est ce qu'il y en a eu le cas là sur Penduic 6, Penduic 3 les dernières années. Là, on attaque Penduic dans les années qui viennent. On a fait cet hiver une première phase et puis on va revenir dessus au fil des années et au fil des finances aussi. D'accord. Mathieu, juste pour terminer, un lieu dans la baie de Morlaix où le marin est, comment dire, on va dire prend son pied, c'est-à-dire en termes de décor. Nous, on doit aller, on a rendez-vous pour aller pique-niquer au Château du Taureau demain. Donc c'est pas mal. Je connais un petit peu, donc on a plutôt hâte d'y aller, d'aller mouiller là-bas et d'aller pique-niquer à terre. Bon, merci Mathieu, on vous souhaite une bonne navigation pendant ces 3 jours de fête. Vous n'allez pas être tout seul sur l'eau. Non, il va y avoir du monde apparemment. Ouais. Il va y avoir du monde. C'est ça, des beaux bateaux, ça va être sympa. Bon, bonne navigation, à très bientôt. Nous, on va continuer notre tour par la terre. On va rejoindre Morlaix dans un instant. Voilà, nous sommes au cœur du village entre terre et mer, ici évidemment côté terre plutôt, en compagnie du chef Jean-Claude Spégan et de Christelle Pénaud. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes là parce que vous êtes venu en voisin, Jean-Claude. Vous avez l'habitude de travailler avec les femmes du Léon, puisque aujourd'hui vous venez présenter le 2e livre de recettes. Ouais, un 2e livre qu'on a réalisé avec leurs recettes familiales, enfin qu'elles ont réalisé. Nous, on a juste mis en forme leur recette familiale et c'est effectivement le 2e. Ouais. Escapade gourmande entre terre et mer. D'accord, et on est envahi par de jeunes consommateurs, les enfants qui sont venus découvrir les recettes. Alors, pour cette recette, ce livre de recettes féminin, on va dire, vous vous êtes adjoint l'aide de Christelle qui travaille avec vous. Pourquoi ? Christelle qui travaille avec moi, et puis j'avais besoin d'un œil féminin parce que j'avais que des femmes, c'était les recettes familiales, que des femmes avec moi. Christelle déjà a beaucoup de compétences culinaires et un œil féminin que moi j'ai pas. Alors Christelle, on va peut-être justement découvrir comment vous avez travaillé un peu pour sélectionner les recettes. On a d'abord chacun donné un peu ses idées de recettes, on les a réalisées pour voir ce que ça donnait réellement et après on en avait quasiment le double de ce qu'on voulait pour le livre, donc on a sélectionné, chacune disait lesquelles elle préférait, sélectionné tant d'entrées, tant de plats, des desserts et voilà, le livre était fait. Quel a été le principe que vous avez appliqué justement pour sélectionner ces recettes ? Alors on a sélectionné tout en commun et par exemple avec le chef, quand on écrivait les recettes pour les mettre vraiment en forme pour le livre, on voulait que ce soit des termes que tout le monde puisse comprendre, n'importe quelle femme ou homme qui veuille faire les recettes. Donc à chaque fois on se disait si ma mère à moi arrivait à comprendre et qu'elle savait refaire, c'est que ça passerait. Jean-Claude, avec ce travail des agricultrices depuis plusieurs années maintenant, vous avez été plus loin dans la connaissance des produits, vous avez imaginé de nouveaux assemblages, de nouveaux mariages, notamment entre terre et mer peut-être ? Des artichauts, de l'andouille de Guémené, des cocos pain pollet avec des langoustines, des petits cassoulets qu'on marie avec du poisson, voilà, des petites choses sympathiques. Ce que j'ai surtout découvert, c'est ce vrai travail des agricultrices
Et c'est pas facile de faire des légumes. Christelle, peut-être pour finir, une suggestion ou un coup de cœur que vous avez eu, vous, pendant la rédaction de ce livre? Moi, on refait beaucoup au restaurant les muffins au fromage de chèvre. Sinon, comme disait le chef, il y a le cassoulet du Léon, la côte-riade de poisson. Enfin, il y a pour tous les goûts en fait. Alors, Jean-Claude, Christelle, merci beaucoup. Pendant les 3 jours de la manifestation, les gens vont donc pouvoir découvrir ces assemblages. Oui, alors nous on est là aujourd'hui, on sera là aussi samedi. Il y a d'autres chefs qui vont venir proposer leur cuisine. Et surtout samedi, on va confectionner le plus grand phare breton du monde. Donc venez samedi, on a je crois plus de 100 phares à faire déguster. Profit d'une association pour Nicolas, ça va être sympa. Bon, voilà, un défi de plus. Merci beaucoup. Nous, on va continuer notre découverte de ce village ici entre terre et mer en compagnie de Yves Kerbiriou. Voilà, au cœur de la manufacture des tabacs, ici au village entre terre et mer, pour la partie terre avec Yves Kerbiriou. Bonjour Yves. Bonjour. Producteur à Plouénan, au cœur de cette ceinture dorée. Qu'est-ce que c'est que cette ceinture dorée? Ceinture dorée, c'est une ceinture qui s'étend donc de Brest à Saint-Malo. On retrouve les légumes qui poussent facilement grâce au climat et grâce à la mer. Grâce à la présence du Gulf Stream. Du Gulf Stream, ouais, c'est ça. Exactement. Donc forcément un lien entre la terre et la mer. Et la mer, très fort. Qu'est-ce qu'on va retrouver ici dans tout ce village que vous avez voulu Alors ici, on va organiser retrouver donc la polyculture élevage, représentée par le labyrinthe de maïs. On va retrouver le lait avec le gnêle, qui représente donc ils vont nous montrer des démonstrations de traite. Il y aura donc évidemment le cochon, il y aura la chèvre, il y aura les vanniers, il y aura le monde de la pêche et il y aura le sous-abri. Vous avez voulu vraiment mettre en avant le savoir-faire qu'il y a justement dans cette zone de la baie de Morlaix entre la terre et la mer, à la fois des gestes que l'on pratique dans les champs ici, et puis qu'on pratique aussi sur les bateaux de pêche. Voilà. Pourquoi vous avez voulu mettre ça en avant? Au niveau de l'exploitation, il y a beaucoup de gros engins qui arrivent et tout, mais il y a quand même le savoir-faire, le geste qu'on retrouve du coup en pêche, en élevage et en légumes. Donc il y a toujours ces gestes qui ont été faits par nos parents et nos arrière-grands-parents et tout qu'on retrouve au fil des ans, au fil des générations. Et donc c'est juste pour montrer aux gens quand même qu'il y a toujours un savoir-faire. Au niveau de ce que le visiteur va pouvoir découvrir, est-ce que l'on peut donner quelques aperçus? Donc il y a des visites guidées qui seront faites le samedi et dimanche de 11h et 16h. Il y aura des ateliers tout le long de la fête, des animations pour monter le tressage d'échalotes, la coupe de chou-fleur pour montrer aux gens comment c'est, la traite des vaches. Donc les visiteurs vont pouvoir découvrir aussi ces fameux gestes dont on a parlé. Et les faire dans certaines animations. Yves Kerbiriou, merci. Pour notre part, on se retrouve demain pour un nouvel ETBO à partir de 19h30. Bonne soirée à vous.